Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Champ des possibles, l'émission que Mediapart consacre au monde de demain, des alternatives concrètes aux refondations théoriques. Alors cette fois-ci, nous allons parler d'une question très actuelle, mais qui pose la question de la finitude de ce monde. Nous allons parler d'extractivisme. L'extractivisme, autrement dit, l'intensification de l'exploitation massive de la nature. Alors pour en parler, nous avons invité Anna Bednik. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi citoyenne engagée, notamment dans les mouvements contre l'exploitation du gaz de schiste, mais pas seulement, nous allons en parler. Et vous avez récemment publié ce livre, Extractivisme, exploitation industrielle de la nature, logique, conséquence, résistance. On va parler de ces trois aspects dans cet entretien, c'est paru au Passager clandestin. Et on va commencer par l'évocation de quelque chose qui s'est tenu en France, début avril, un congrès de l'industrie pétrolière consacré au forage en haute mer, le MCE Deepwater Development. Ça s'est passé à Pau. Cette réunion a été perturbée par plusieurs centaines de militants pour le climat qui se sont notamment référés à la COP21, le sommet sur le climat, qui s'est tenu au Bourget en décembre. Pour annoncer leur action et appeler à la mobilisation, ces militants avaient détourné une pub du pétrolier Total. On la regarde tout de suite. It's not a question of place. It's not a question of temperature. It's not a question of depth. Or knowledge. It's not a question of dedication. It's not a question of caring. Or passion. It's not a question of language. In fact, Total doesn't care at all. Our profit has to be better. Dirty. Toxic. Very harmful. Painted green. Bon, unfair. It's Total's policy. Let's stop its commitment. You crossed the red line. She soiled the world. Pour conserver une planète vivable, des lignes rouges ne doivent pas être franchies. 80% des réserves connues en énergie fossile doivent rester sous terre. Anna Bednik, en quoi le forage pétrolier en haute mer est-il une forme d'extractivisme ? Alors déjà, c'est une forme d'extractivisme parce qu'on extrait donc une ressource, en l'occurrence non renouvelable, mais on pourrait y revenir. L'extractivisme, c'est quelque chose de beaucoup plus large. On parle aussi de l'extraction, de l'exploitation des ressources dites renouvelables, mais quand on les exploite à des rythmes tels qu'elles ne parviennent plus à se renouveler, en tout cas pas suffisamment vite. Là, si on parle des forages en pleine mer, donc le offshore profond, c'est vraiment quelque chose de symptomatique de cette intensification, de cette accélération de l'exploitation industrielle de la nature, en ce que cela nous montre qu'on va toujours plus loin. On repose toujours plus loin les frontières, que ce soit les frontières technologiques ou géographiques. C'est-à-dire qu'on va accroître toujours plus la taille des exploitations minières, pétrolières, agro-industrielles, etc. On va utiliser des technologies de plus en plus invasives, de plus en plus polluantes. On peut penser évidemment à la fracturation hydraulique pour extraire ces micro-concentrations d'hydrocarbures piégés dans la roche-mère. C'est ce qu'on connaît en France avec les gaz et les huiles. Voilà, de exactement. schiste. Et aujourd'hui, avec les gaz de couche, là, on le sait, disons, beaucoup moins, c'est beaucoup moins médiatisé, mais c'est très important, c'est peut-être le plus, ce qui nous menace le plus rapidement, le plus à court terme, parce que les travaux sont beaucoup plus avancés sur ce terrain. Et donc on va utiliser des technologies de plus en plus invasives, de plus en plus intrusives, polluantes, potentiellement polluantes, donc, mis à part la fracturation hydraulique, si on change un petit peu de secteur, on peut aussi penser au secteur minier, donc pour accéder à des ressources de faible concentration et de moindre qualité, on va aussi à la fois accroître la taille des exploitations et utiliser beaucoup de produits toxiques, comme le cyanure, l'acide sulfurique. On va remuer d'immenses quantités de roches pour extraire très peu. Donc l'exemple emblématique, c'est peut-être celui de l'or, où il y a dans certaines mines, on exploite, même si le taux de concentration est de 2 grammes d'or par tonne de minerai, et c'est par tonne de minerai, c'est-à-dire pas par tonne de roche. Il faut d'abord extraire le minerai, ensuite extraire le métal de ce minerai. Donc on imagine tout ce que ça laisse comme résidu, comme déchet.
Et aussi, si on élargit encore un petit peu, c'est cette idée d'aller exploiter les dernières terres arables, de forcer au maximum les terres qui sont en train de devenir stériles à produire quand même, donc en utilisant là aussi des produits toxiques, produits fabriqués par ailleurs à partir d'hydrocarbures et de minerais. Et donc pour revenir plus précisément au forage en pleine mer, ça c'est ce qu'on voit à la fois, disons, une prouesse technique, parce que c'est compliqué d'aller forer aussi autant en profondeur, donc, sachant qu'en plus c'est pas un sol fixe, enfin, la plateforme elle est flottante, c'est vraiment une prouesse technique. Donc là on a difficulté d'accès. Difficulté d'accès à cette ressource, donc ça coûte cher par ailleurs des plateformes comme ça. Les accidents leur coûtent énormément quand elles surviennent, comme ce qui s'est passé en 2010 dans le golfe du Mexique, avec l'explosion sur la plateforme de BP Deepwater Horizon, qui a complètement pollué le golfe du Mexique. Et donc on va de plus en plus loin dans toutes les dimensions. En parallèle, on va aussi accéder aux territoires qui auparavant étaient, disons, préservés par leur géographie, comme ça peut être le cas de l'Arctique, ou aussi les territoires des peuples indigènes, des communautés paysannes, etc., dans les pays du Sud. On va aussi, en parallèle, regarder des territoires qui autrefois, disons, pouvaient sembler intouchables dans l'imaginaire collectif, comme des zones riches, touristiques, où ce n'est peut-être de cette histoire où il était question d'installer un château d'eau destiné à alimenter des puits de gaz de schiste aux portes du ranch texan du patron d'ExxonMobil. Tout à fait. Donc il a protesté. C'est ça, c'était incroyable à l'époque. C'était ce paradoxe de ce pétrolier, hein, n'est-ce pas, dont la société, par ailleurs, fort des gaz et du pétrole de schiste, mais une fois qu'un projet de forage s'approche de son ranch à lui, là, il s'y est opposé. C'est ça, pas de ça chez moi. Voilà. Donc, effectivement, les opposants locaux, enfin états-uniens, à l'exploitation des gaz de schiste en ont profité un petit peu pour lui dire, bon, bah, si tu ne veux pas cette exploitation, enfin, de ce type d'exploitation près de chez toi, alors il faudrait peut-être commencer à réfléchir aux autres. Et donc, pour finir, juste un petit peu ce déroulé de l'étendue des frontières extractives, de cette avancée des frontières extractives, on y revient aussi sur les territoires qui autrefois avaient déjà été exploités, dont on pensait qu'ils n'avaient plus grand-chose à nous offrir, comme par exemple en France. En tout cas, en France, on pensait en avoir fini avec l'exploitation des ressources du sous-sol, ou presque, en avoir presque fini. Il restait très peu de pétrole et de gaz. Enfin, c'était quasiment, l'exploitation était vraiment à très petite échelle. La dernière grande mine avait fermé en 2004, donc c'était la mine de Salsigne, en laissant des pollutions absolument gigantesques, mais en tout cas... Une mine de quel matériau ? Alors, on a exploité beaucoup de choses, mais principalement or, arsenic, acide sulfurique, bismuth. Donc c'est une mine qui se situe dans l'Aude, qui a fonctionné jusqu'en 2004 et donc ça a fonctionné pendant 90 ans. L'exploitation s'est étendue sur 200 km². Aujourd'hui, il y a plus de 11 millions de tonnes de résidus pollués qui ont été laissés sur le site. Les pollutions sont absolument phénoménales. Il y a des taux d'arsenic dans l'eau qui dépassent de 450 fois le taux de potabilité fixé par l'OMS. Des taux de mortalité d'excès de mortalité par cancer, je crois que c'est de 80% supérieur à la normale pour le cancer du poumon, de 110 supérieur à la normale pour le cancer de pharynx. Donc c'est très proche de nous. D'accord. Et donc, parce que du coup, si on veut un peu circonscrire finalement, qu'est-ce que ça signifie l'extractivisme ? Parce qu'on peut vous opposer, votre livre s'appelle Extractivisme, donc on pose cette notion comme un fait aujourd'hui de notre monde, et on pourrait vous opposer finalement les mines, exploiter les mines, l'humanité le fait depuis des centaines d'années, extraire des ressources naturelles depuis encore plus longtemps, depuis que l'humanité existe finalement, il y a un rapport d'utilisation, d'exploitation des ressources naturelles. Et quand on vous entend aussi, on est face à quelque chose qui potentiellement est énorme, parce que ça touche à la fois les hydrocarbures, donc pétrole, gaz, charbon, mais aussi les minerais, et pas uniquement, puisque vous disiez tout à l'heure, finalement, ce n'est pas que les énergies fossiles. On peut aussi poser la question de l'extractivisme pour les énergies renouvelables, peut-être pour l'eau aussi, d'une certaine manière. Donc c'est quoi le point commun de ces situations qui sont assez différentes ? C'est aller au-delà des limites, c'est la prouesse technologique, c'est les conditions même de l'extraction.
C'est quoi la je pense que substantifique identité? c'est tout cela à la fois et en même temps, disons comme phénomène global, c'est vraiment le fait que ça s'accélère, ça avance de plus en plus sur de nouveaux territoires, ça s'amplifie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours extrait, mais il y a une nette accélération de notre consommation des ressources naturelles, quelles qu'elles soient, et notamment des ressources fossiles et minérales au cours du XXe siècle et encore plus au cours de 20-25 dernières années. Donc là, les chiffres le montrent. L'extraction de toutes sortes de matières, si on met toutes les matières premières, agricoles y compris, ensemble, où l'extraction a été multipliée par 8 entre le début du siècle dernier et la fin du siècle dernier, XXe siècle, et elle a augmenté de plus de 80% rien qu'entre 1980 et 2008. Donc là, on voit une nette accélération du fait d'extraire, en fait. Cela se traduit surtout, alors j'ai dit donc effectivement prouesse technique, on va de plus en plus loin et donc on prend des risques de plus en plus grands, on accroît la taille d'exploitation, donc on démultiplie les impacts et ça se traduit surtout par une emprise territoriale, c'est-à-dire que ces frontières vraiment avancent partout et donc comme je disais en France on pensait en avoir fini mais finalement ce n'est pas vrai, donc on connaît la relance de l'exploration pétrolière avec les projets d'exploration des hydrocarbures dits non conventionnels qui ont été relancés en 2009-2010, etc. Il y avait notamment Shell au large de la Guyane. Aussi, on avait vu ce qui avait été défendu, abandonné depuis. Le Shell, Guyane, Nouvelle-Calédonie, ça ne s'est finalement jamais arrêté. C'est-à-dire que, en tout cas pour ce qui est des minerais, l'exploitation continuait. Et les permis, on ne les compte même plus tellement il y en a. En France métropolitaine, c'était nouveau. C'est-à-dire qu'on pensait vraiment en avoir fini. Et notamment pour ce qui est de la recherche minière, ça faisait 30 ans que plus aucun permis n'avait été accordé. Ouais. Et en 2013, au fait, ça recommence. Donc, c'est Arnaud Montebourg à l'époque, qui était ministre du redressement productif, qui avait beaucoup encouragé Il avait décidé, en tout cas il a affirmé que le redressement productif devait passer par la relance de l'activité minière, donc ce qui s'inscrivait par ailleurs dans une stratégie encouragée par la Commission européenne, ce n'est pas non plus sorti de nulle part. Et donc à partir de 2013, on a recommencé à délivrer des permis de recherche minière en France. Aujourd'hui, il y en a 8 déjà accordés de recherche de métaux, au moins 8 autres demandes, donc il y a 18 départements concernés. Aujourd'hui aussi en France, il y a des personnes qui se mobilisent contre ces projets qu'ils considèrent comme imposés, comme potentiellement destructeurs de beaucoup de choses, non seulement de l'environnement, de leur santé. Bon, l'exemple de Salsigne est très parlant de ce que peut être une pollution, les pollutions engendrées par l'industrie minière, mais aussi de leur mode de vie, des activités locales, de leur culture. Donc c'est quelque chose qu'ils considèrent comme important à défendre contre ces projets. On va regarder tout de suite un deuxième extrait vidéo parce que l'extractivisme n'est pas seulement un mot difficile à prononcer, ce sont aussi des images très fortes. On the shores of the Gulf of Mexico, engineers are building a technological masterpiece called Perdido. 45,000 tons of steel will be transformed into the most advanced oil rig in the world. This rig will plunge its drills nearly 3 kilometers down to the sea floor. A giant in the extreme world of offshore engineering. Alors dans l'extrait du documentaire qu'on vient de voir, Anna Bednik qui décrit en gros un projet d'énorme plateforme pétrolière. De nouveau, on a bien compris que l'extractivisme, ce n'est pas uniquement le pétrole, mais c'est vrai que c'est une industrie qui produit beaucoup d'images. Et donc là, on a ce projet d'énorme plateforme pétrolière qui prétend vouloir forer 3 km sous le niveau de la mer, donc on est vraiment dans un exemple de projet gigantesque. Est-ce que justement, il n'y a pas dans l'extractivisme aussi une dimension un peu mythologique, un récit de la modernité qui passe par cette course au gigantisme et au fond une dimension un peu utopique? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui suscite une forme de fascination pour ces méthodes d'extraction de matières premières? Utopique, ça vous fait tiquer? Oui, je parlerais plutôt de dystopie. C'est vrai que j'ai trop l'habitude de me situer, disons, du côté de dystopie, c'est-à-dire une utopie négative, en fait, une utopie infernale. Tout à fait, ouais. Non, c'est vrai qu'il y a une dimension science-fiction. Il y a une certaine esthétique de l'enfer,
un peu dantesque, c'est sûr. Il y a un côté science-fiction. Un côté science-fiction. Un peu sur le côté l'homme qui dépasse un peu un côté science-fiction où effectivement on est allé, on a complètement égalé ce que certains auteurs de science-fiction ont pu imaginer en termes de moyens. Quand on voit par exemple des montagnes qu'on peut littéralement voler un morceau parce qu'on les dynamite pour pouvoir creuser d'immenses cratères de mines à ciel ouvert. Alors il y a un exemple là-dessus que vous évoquez, qui est cette mine d'or en Argentine, la mine d'or de Veladero, dont on va voir quelques exemples d'images alors que nous en parlons, qui se trouve dans une zone de glacier. Et ce qui est effectivement très impressionnant, c'est qu'on voit littéralement ces glaciers, ces montagnes exploser. Sous le coup de quoi? C'est de la dynamite? Non, c'est pas la dynamite, c'est des explosifs. Oui, c'est des explosifs. Des explosifs. Et là, ce que vous dites dans le livre, c'est que effectivement, c'est pas simplement une technologie, l'extractivisme d'extraction de matière, ce sont des ravages irréversibles causés à des lieux de vie. Ce sont des ravages irréversibles et pour les personnes qui vivent sur place et qui... parce que là, sur les images que nous allons voir, ça a été vraiment filmé par des militants, par des opposants au projet qui a finalement eu lieu. Et pour eux, c'est la destruction de tout leur monde. Ce n'est pas seulement, la démonstration de puissance, disons, de l'entreprise qu'ils ont combattue, mais c'est vraiment la fin de leur monde. Cette montagne, ce n'est pas seulement la montagne où, effectivement, proche, il y a des glaciers qui fournissent de l'eau à leur vallée, c'est le lieu où ils ont toujours vécu. Donc, je pense que ça illustre bien justement ce côté tragique que vivent les communautés locales quand on vient chez eux. On leur dit finalement, voilà, il y a des ressources très précieuses sous vos pieds. Donc, alors soit vous partez, soit on va faire notre affaire et puis vous adaptez. Donc c'est... Il y a quelque chose de très traumatisant, de désastreux. Il y a une dimension catastrophique dans ces projets que vous décrivez bien. Alors, et en même temps, il y a de l'autre côté, il y a des gens qui défendent l'extractivisme. Et là, c'est vraiment une discussion qui est intéressante, me semble-t-il, parce que c'est notamment parti d'Amérique latine. Et notamment l'Amérique latine qui a remis en jeu cette notion d'extractivisme dans ces dernières années. Et je pense notamment à tout ce qui s'est passé en Équateur autour du président Rafael Correa. Et Rafael Correa qui s'était à l'époque fait élire à la fois sur un programme de bien vivre, de réconciliation quelque part avec la nature, et ce qui ne l'a pas empêché une fois au pouvoir de mener une politique extractiviste, donc une contradiction flagrante, mais une des manières qu'il a eu de justifier cette contradiction, de son point de vue, c'était notamment une des phrases que vous citez dans votre livre, « Nous ne pouvons pas être des mendiants assis sur un tas d'or ». C'est-à-dire l'idée finalement que ces ressources naturelles, ce sont des richesses pour des pays pauvres, pour des pays en développement, et qu'en les exploitant, ces ressources naturelles, on va pouvoir financer des politiques sociales, des politiques de santé, la lutte contre la pauvreté, et donc une sorte de manne finalement financière qui viendrait de cette surexploitation de ressources naturelles, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont été d'accord avec lui. Quand vous regardez, vous, un peu cet argument qu'on a retrouvé en Bolivie, qu'on a retrouvé dans tous ces pays que vous avez traversés, que vous décrivez dans votre livre Extractivisme, quel bilan vous faites, vous, aujourd'hui, de cette vision progressiste, en quelque sorte, de l'extractivisme? Oui, alors il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet. C'est déjà, d'abord, disons, la hausse des prix des matières premières, notamment des métaux, pendant les années 2000, a effectivement été présentée comme une chance inédite par ces gouvernements progressistes qui se revendiquent comme tels ou qui sont perçus, analysés comme tels en Amérique latine. Cette chance inédite n'avait pas grand-chose d'inédit, sauf le niveau des prix s'y était exceptionnellement haut. Mais autrement, le modèle n'est absolument pas nouveau. C'est un modèle qui puise ses racines dans la colonisation. Donc, c'est parler d'émancipation en perpétuant un modèle très ancien. Sauf que là, il y avait l'idée que l'argent irait au pays, donc il y avait une dimension souverainiste, et pas bien sûr, aux colons ou aux multinationales internationales, en tout cas dans ce récit fait par ces gouvernements. C'est sûr, mais si on revient un petit peu en arrière et si on n'oublie pas toutes les leçons de l'histoire, il y a déjà eu des tentatives similaires. Bon, ça n'a pas été peut-être de telle ampleur que celle de Correa ou de Morales en Bolivie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même si l'argent n'irait pas directement aux colons, et encore ça, là on peut en discuter, de la réalité de ces promesses, même si ce n'est pas le cas,
en Amérique latine, on a beaucoup critiqué ce modèle primo-exportateur qui, justement, de toute façon, enfermait les pays dans l'obligation d'exporter leurs richesses naturelles et donc de ne globalement dépendre complètement des revenus d'exportation de ces richesses, alors que ça passe par les entreprises nationales ou privées, le modèle reste le même. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les prix baissent et ça devient beaucoup plus dur, hein, y compris de financer les politiques sociales. Ensuite, bon, ce qu'on voit aussi, c'est que le discours des gouvernements, on va dire progressistes, nationalistes, on parle aussi de gouvernement national populaire, ou en Amérique latine, était effectivement que l'argent de l'exploitation des ressources naturelles irait au pays, donc irait à financer les programmes sociaux. Mais ce qu'on voit quand on regarde les statistiques, c'est que dans tous les pays de la région, les dépenses sociales ont augmenté, y compris dans les pays néolibéraux. Donc finalement, je ne dis pas que rien n'a été fait en direction des secteurs pauvres dans les pays comme l'Équateur, la Bolivie, le Venezuela. Évidemment, il y a eu beaucoup d'avancées. Mais quelque part, ce qu'on voit, c'est que la hausse des prix, de toute façon, l'embellie sur le marché des matières premières a favorisé finalement tous les pays et a aussi permis aux pays qui ne portaient pas ce discours progressiste, en tout cas du progrès social, de finalement mener des politiques qui peuvent être considérées comme telles. D'accord. Ensuite, je pense qu'il y a autre chose qui est très importante, et en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui m'a frappée quand je parcourais justement l'Amérique du Sud et au cours des entretiens avec les différents mouvements de résistance à ce type de projet, c'est que effectivement, on justifie l'avancée des frontières extractives au nom du développement, et ces personnes avec qui donc résistent, qui refusent que ces projets, qui sont pour la plupart, on ne peut pas les qualifier de riches, on ne peut pas les qualifier de développés selon nos critères en tout cas, c'est-à-dire ils sont pauvres en termes monétaires. Et ces personnes vont remettre en cause le discours du développement, et vont remettre en cause les promesses qui vont avec ce discours, et surtout ils vont nous dire tout ce qu'au final on décide de sacrifier sur l'autel de ce développement. Nous considérons que ce n'est pas possible, ce n'est pas négociable, c'est-à-dire que tous les éléments essentiels à la vie que l'extractivisme menace valent beaucoup plus que ce projet de développement et finalement même les retombées économiques, les retombées sociales. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous décrivez en effet comment, dans des pays différents et avec des conditions de vie, des niveaux de vie et des formes aussi d'extraction différentes, on voit émerger ces mobilisations. Des mobilisations, alors en plus ce qui est intéressant notamment dans le cas de ces pays, Bolivie, Équateur, etc., c'est que ça vient aussi se confondre quelque part avec les mouvements indiens, donc la défense des territoires des peuples autochtones, contre donc cette vision de l'économie portée plutôt par leur gouvernement, avec des conflits parfois sanglants, hein, parce que ce qu'il faut dire également, c'est que ce sont des mouvements qui sont violemment réprimés, qu'il y a eu des morts, soit directement lors de confrontations avec l'armée, avec les troupes militaires, contre ces militants écologistes indiens, soit des milices privées. On a récemment beaucoup parlé de l'assassinat de la militante du Honduras, Berta Cáceres, qui était une militante contre un barrage. On n'est pas directement dans l'extractivisme, mais on n'est pas très loin non plus. Si on suit votre définition d'une surexploitation des ressources naturelles, et il semble y avoir une violence qui s'accroît contre ces militants. Est-ce que vous avez observé ça dans vos reportages et enquêtes? Oui, je pense que c'est vraiment c'est notable. C'est même probablement la première chose qu'on voit quand on regarde de l'extérieur. C'est-à-dire quand on lit la presse, on voit surtout les annonces, un tel s'est fait assassiner, on a retrouvé un tel mort, tant de personnes emprisonnées, un procès intenté contre un tel, etc. Donc il y a effectivement à la fois une criminalisation, une répression très forte. Pour ce qui est de la répression, il y a évidemment les forces de l'ordre, mais aussi souvent des sicaires privés à la charge des entreprises, des groupes paramilitaires, souvent une pratique connue, décrite et réelle, qui est celle des entreprises minières juniors, notamment, qui font appel à des groupes paramilitaires pour assurer leur sécurité.
Donc, et ces groupes paramilitaires ont évidemment des méthodes qui ne sont pas des méthodes douces. Et qui sont souvent impunies. Et qui sont souvent impunies, tout à fait. Qui est absolument... D'ailleurs, le premier mouvement de résistance à l'extractivisme que j'ai connu en Amérique latine, un mouvement équatorien, donc dans la zone d'Intag, dans le nord-ouest du pays. Je me suis intéressée à ce mouvement parce que justement, j'avais appris qu'ils ont réussi à stopper un projet minier en prenant en otage les paramilitaires à la solde de l'entreprise, donc qui était chargée d'assurer sa sécurité. Ils les ont pris en otage, ils les ont détenus pendant plusieurs jours dans une église communautaire pour faire venir le gouvernement pour qu'elle constate qu'effectivement de telles pratiques étaient courantes et que ce n'était pas normal. Mais dans beaucoup d'autres cas, cela reste effectivement complètement impuni. Alors, on va regarder un troisième extrait vidéo et qui nous montre bien que l'extractivisme, on n'en parle pas que dans les pays pauvres et dits en développement, mais aussi dans les pays riches. We will drill new wells offshore and we'll drill them now. We'll drill them now. Drill, baby, drill, and drill now. Drill, baby, drill. Drill, baby, drill. This is the kind of change. Hey, you guys are ready to break out. Woo! This. Anna Bednik, qui profite de l'extractivisme? Ce sont les industries minières, ce sont les banquiers, ce sont les consommateurs occidentaux. Là, on vient de voir des images de la campagne pour les présidentielles américaines en 2008, où il y avait ce slogan qui revenait en boucle, comme une blague. À la fin, on voit Rudy Giuliani en rigoler, « Drill it baby, drill it now », donc fort, vas-y bébé, comme un acte sexuel, quasiment un truc pornographique, à les entendre. C'est eux, les consommateurs américains, qui en bénéficient en premier de cet extractivisme. Je pense qu'en fait, on y est tous ou presque pour quelque chose, mis à part ceux qui vivent complètement déconnectés du marché dans certains pays du Sud, des communautés indigènes notamment, les plus reculées, ou certaines communautés New Age en France et encore. Je pense que finalement, on est tous quelque part au bout de la chaîne parce que nous utilisons tous des produits fabriqués à partir des ressources extraites. Mais évidemment, avant, il y a tous ceux qui fabriquent ces produits pour nous les vendre et qui gagnent de l'argent grâce à notre consommation. Et encore avant, il y a tous ceux qui, disons, font concrètement avancer ces frontières extractives et qui ont des intérêts directs. Alors, il y a les entreprises extractives, disons directement extractives pétrolières, minières, par exemple. Il faut savoir que dans ce secteur, il y a de très, très grandes entreprises, même dans les 50 premières entreprises cotées en bourse mondiale, il y en a 11 qui tirent leurs revenus de l'extraction d'hydrocarbures. Il y a aussi de très grandes entreprises privées minières, mais on ne peut pas s'arrêter non plus seulement, disons, à l'extraction à proprement parler, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont intéressés à la poursuite de l'exploitation industrielle de la nature. On peut penser par exemple à tout ce qui est transporteur, constructeur d'équipements dédiés. Alors il y a des équipements, par exemple des vraquiers, ces énormes navires qui sont capables de transporter jusqu'à 400 000 tonnes de minerais qui sont construits. Donc là aussi on est dans un produit. Il y a des vraquiers conçus spécifiquement pour transporter telle ou telle matière, pas seulement un minerai, mais ça peut être des céréales, du butane, etc. Ensuite, il y a aussi évidemment tout ce qui est fabricant de matières intermédiaires, comme les agrochimistes, comme Monsanto, etc., les chimistes généralistes qui fabriquent des plastiques jusqu'aux semences OGM. Il ne faut pas évidemment oublier les négociants de matières premières aussi, qui donc sont ces acteurs incontournables qui achètent les matières premières, qui les stockent, qui les revendent et qui ensuite les acheminent jusqu'à la destination finale. Donc là, on a aussi de véritables empires. On peut penser au quatuor ABCD, par exemple, ADM, Bunch, Cargill et Dreyfus. Oui.
ou encore des entreprises comme Glencore qui sont immenses, immensement riches. Évidemment, donc les négociants, c'est ce qu'on appelle les traders physiques. Il y a aussi les traders papier, donc tout ce qui est spéculateur sur les marchés. Finance, finalement. Finance, voilà. La finance des matières premières, donc les marchés dérivés, des produits dérivés des matières premières, que ce soit les contrats à terme, les fonds indiciels, là aussi on brasse énormément d'argent. Les bourses sur lesquelles toutes ces transactions sont effectuées sont elles-mêmes des entreprises, donc il y a des bourses spécialisées en matières premières. Derrière, il y a évidemment ceux qui investissent, que ce soit à titre spéculatif ou pour financer directement les projets. Donc là, on retrouve entre autres les banques, notamment des banques comme la BNP ou le Crédit Agricole, la Société Générale, pour ne citer que les banques françaises. Bon, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Donc finalement, on se retrouve avec un secteur gigantesque. On part d'une exploitation donnée, on se retrouve, en remontant l'ensemble de la chaîne, on se retrouve vraiment très loin. Et donc ces différents acteurs, tous n'ont pas, disons, le même intérêt, par exemple, par rapport au prix d'une ressource. Un groupe pétrolier va faire de meilleurs profits quand le prix de pétrole est haut et un transformateur quand il est bas. Donc, mais finalement, tous sont intéressés à ce que cette extraction se poursuive. Et il faut aussi savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'acteurs privés. Il y a aussi de très importantes entreprises extractives publiques, donc dans le domaine du pétrole, justement. Si on regarde la production, la capacité de raffinage et les réserves, les premières entreprises mondiales sont publiques. On pense au pétrole vénézuélien. Saudi Aramco, la première. Ensuite, il y a une entreprise iranienne, NIOC. La PDVSA vénézuélienne vient en 5e ou 6e position. Mais oui. Gazprom, en Europe. Gazprom n'est pas détenu par l'État à 100%, mais il y en a d'autres qui... et surtout les cotés en bourse. Donc, mais effectivement, c'est des choses qu'on oublie parfois parce qu'on se focalise vraiment sur les intérêts privés. On oublie un petit peu le rôle de l'État. Au-delà du fait que l'État... certains États ont des intérêts directs à travers leurs entreprises. Les États, de toute façon, jouent un rôle actif et favorisent ces politiques. On peut voir par exemple, avec la stratégie européenne d'approvisionnement en matières premières stratégiques, donc l'initiative matières premières qui a été publiée en 2008, qui définit vraiment les axes de la politique européenne en la matière, aussi bien pour aller chercher ces ressources dans d'autres pays, donc continuer finalement des politiques néocolonialistes, et aussi bien pour relancer le potentiel local d'extraction. C'est donc dans ce cadre-là qu'on relance des projets miniers en France. Toute dernière question, la COP21, le sommet sur le climat de Paris, l'accord sur le climat, ça peut changer quelque chose à ce que vous décrivez sur l'extractivisme ou pas ? Je ne pense pas, parce que malheureusement, en fait, ce qui se passe avec la gestion majoritaire de ce qu'on appelle la crise écologique, ce n'est pas une crise, une catastrophe, mais bon, on préfère utiliser des euphémismes. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre en termes d'impact sur la diminution de notre consommation des ressources naturelles en termes globaux. C'est-à-dire qu'au mieux, on vise la diminution de la consommation des hydrocarbures. Et pas attaquer le cœur de ce système. On n'attaque pas le cœur du système, on ne remet pas en cause un certain nombre de croyances, de principes organisateurs de notre vie sociale absolument fondamentaux, sans la remise en cause desquels on ne peut pas sortir de ce système. Et en même temps, concrètement, on va promouvoir des solutions technologiques qui vont avoir besoin d'autres matières que le pétrole, mais qui vont avoir besoin de matière. Donc finalement, dans le meilleur des cas, il y a beaucoup de chances pour que finalement ce n'est pas ça qui se passe, mais plutôt qu'on ajoute, qu'on mette tout ça ensemble. Mais dans le meilleur des cas, on va déplacer la pression extractive sur d'autres ressources et aussi sur d'autres territoires. Bon, eh bien, ce qui signifie que le sujet n'est pas clos, mais l'émission doit se terminer maintenant. Merci beaucoup, Anna Bednik, d'être venue nous voir. Donc, pour parler de votre livre, Extractivisme, je me permets d'en citer également un autre, Creuser jusqu'où, et qui est dans le même type d'approche que celui qui est le vôtre dans l'exploration de cette question tout à fait complexe et finalement assez inquiétante de l'extractivisme. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Champ des possibles.